château d'Haute-Cuivre. d'Haute-Cuivre. Le château. Alors, si vous avez des questions durant la visite, n'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Mégane. N'hésitez pas à m'appeler. Après, je vous explique. Alors, on va commencer la visite. On va passer par l'intérieur, par les escaliers du personnel. Ici, il y a 26, normalement c'est 25. Mais moi, j'avoue que Il château. Je voulais être rentré un peu plus dans la pièce, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse rentrer. Alors, messieurs, dames, je vous demanderai de bien faire attention au mobilier qui vous entoure, de ne rien toucher, s'il vous plaît. C'est du mobilier très fragile que vous allez voir aujourd'hui. Vous demanderez de faire très attention. Pour les photographies, elles sont autorisées, mais juste sans flash également, s'il vous plaît, pour la préservation des œuvres. Et si vous avez le besoin de vous asseoir, on a des petites chaises rouges à disposition dans les pièces, n'hésitez pas. Donc bienvenue dans cette salle à manger. Vous êtes donc dans la salle à manger du château d'Olterive. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la famille de Pierre. On a eu d'autres familles, mais c'est la plus importante ici au château d'Olterive. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on a cette jolie collection que vous allez voir pendant cette visite, puisque vous allez visiter un des mieux meublés de France au niveau des châteaux. On a ici un quart, même pas de la collection qu'on peut avoir au château d'Olterive, puisque on n'a pas pu tout mettre dans les pièces. On en a encore beaucoup en réserve et on n'a pas assez de murs pour pendre les tableaux, donc on est obligé de faire des choix. Vous pouvez vous balader entre les meubles, vous regardez les meubles, etc. de très près. Vous pouvez marcher également sur le tapis, n'hésitez pas.
Et donc cette collection, elle va commencer au 19e siècle avec une femme qui s'appelle Henriette de Pierre. C'est elle qui va commencer à meubler, mais très légèrement le château, puisqu'elle ne vient pas là à l'année, elle est là surtout l'été. C'est son château de vacances, c'est comme ça que je peux l'appeler. Elle vit principalement sur Clermont-Ferrand, et voilà, elle vient ici vraiment pour profiter de la nature et des arbres. Donc c'est vraiment voilà, au début du 19e qu'on commence à amasser cette collection. Dans cette pièce, il y a un meuble que je dois absolument vous présenter, c'est le cabinet qui est tout au fond, le meuble noir, qui est vraiment magnifique. On a un petit jardin oriental et sur le sol, vous verrez qu'on a un damier. Alors je vais juste passer pour vous montrer ou regarder, ce sera plus simple. Excusez-moi, je me faufile. Donc ici vous avez le théâtre avec la petite scénette et le damier est ici. Et vous allez voir que le damier il est assez particulier puisqu'il est créé en perspective. Les carreaux qui vont être vers vous vont être beaucoup plus épais que les carreaux au fond du meuble pour vous faire croire que le avec ce meuble, messieurs dames. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir tous ces petits tiroirs qu'on a autour, c'est pour ranger les bijoux, les pièces précieuses, les pierres, vraiment des objets importants, pas forcément le courrier, on verra d'autres meubles pour ça, mais vraiment des objets très importants. Vous allez voir que le château d'Olterive, on a beaucoup d'histoires d'amour. C'est la rencontre entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Marc-Antoine, vous le retrouvez, il est sur le cheval. Cléopâtre est un peu cachée, c'est la jeune femme dans le baldaquin avec les fleurs dans les cheveux. On retrouve également quelqu'un de très important dans cette scène, c'est un petit ange, un Cupidon. Est-ce que tout le monde voit le Cupidon? Il est dans les drapés. Alors la position dans l'histoire de l'art est très importante. Quand Cupidon est entre deux personnages comme ici, ça veut dire qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Quand Cupidon est caché avec un air un peu espiègle sur le visage, c'est que les deux personnages sont en train de s'engueuler très fort et ça va mal finir en général, soit par la mort d'un des deux personnages, soit par une très forte engueulade. Là, il aurait pu être dans les deux cas, puisque malheureusement l'histoire de Marc-Antoine et Cléopâtre finit très mal. Mais bon, là, c'est l'histoire d'amour qui prime avant la fin tragique. On a également dans cette pièce un poste radio très important, juste ici, près de la cheminée. Il est très important pour nous aujourd'hui, puisque c'est ici que le dernier marquis écoutait sa radio, c'était son point radio. Il l'écoutait précisément dans le fauteuil qui était juste là. Et notre administrateur nous a demandé à la remettre dans cette pièce pour rendre hommage à Henri de Pierre, puisque c'est grâce à lui que vous êtes ici aujourd'hui, messieurs, dames, puisque Henri de Pierre, quand il va décéder en 1954, il va léguer la totalité de son château et de sa collection à l'État, donc aujourd'hui au Centre des Monuments Nationaux. Quand il lègue le château, il va demander à ce que la collection reste ici au château d'Olterive pour qu'elle ne soit pas éparpillée et qu'on la perde du coup. Il va demander également à ce qu'on entretienne la collection. Donc on a des rénovations qui sont faites très souvent sur le mobilier du château. Et on a même un partenariat avec une école d'ébénisterie où des jeunes artistes viennent rénover nos meubles dans le cadre de leurs études. Vous les retrouvez par les petites pancartes sur les meubles. Là par exemple, la crédence, c'est M. Bouche-Willy qui l'a rénové. Donc vous allez en voir plusieurs. Et d'ailleurs, en ce moment, on a une exposition de ces œuvres des ébénistes, comme par exemple le meuble qui est juste là, puisqu'on met en avant leur travail de cette année. Et vous allez voir qu'également, c'est inestimable aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous donner de prix pour les œuvres et le mobilier, parce que c'est des mobiliers et des œuvres d'art qui sont protégés par les monuments historiques aujourd'hui. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, on ne peut même pas le comptabiliser. Pour l'État, c'est-à-dire pour l'État, pour l'État français. C'est-à-dire Ça. Combien ça coûte pour l'État français? Non, c'est pour l'État, c'est-à-dire tu ne peux pas vendre. Non, le marquis, quand il a légué sa collection, dans son testament, il marque bien que la collection doit rester à Olterive et qu'elle ne doit ni être volée, ni être vendue, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas donner un chiffre, parce qu'elle ne sera jamais vendue, cette collection. Vous allez avoir en plus des œuvres de grands maîtres, de grands peintres. Aujourd'hui, c'est pas possible de les chiffrer. Même pour le mobilier, c'est impossible. C'est une bonne question. Mais du coup, je ne pourrais pas vous dire combien coûte quoi. Quelle est l'année de cette... Le personnage? Oui. On ne sait pas qui c'est. On pense à Philippe d'Orléans, mais on n'a aucune confirmation. Alors, je m'excuse là aussi d'avance pour les personnages historiques, enfin les personnages que vous allez voir dans le château d'Olterive. Aujourd'hui, il est très difficile pour nous de vous dire qui est qui, parce qu'on a une conservatrice sur Paris qui est en train d'étudier ces portraits, ces œuvres d'art. Et pour les personnages, ils changent toutes les semaines, et les peintres également. Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui réellement. Pour vous donner un autre, la chaleur n'ira pas jusqu'au fond de la pièce.
Donc on essaye de compenser en dansant ou en buvant de l'alcool. Dans cette pièce, on rencontre quelqu'un de très important, c'est l'homme au-dessus de la porte. Est-ce que vous le reconnaissez? Je l'ai entendu. Louis XIV, tout à fait, oui. C'est le roi Soleil, peint par les ateliers de Hyacinthe Rigaud. Donc là, vous voyez, on sait qui il est. C'est parce que Louis XIV, comment ne pas savoir? C'est un petit peu ça. Alors, je vous présente Louis XIV, donc, qui est un personnage illustre, pour vous expliquer également qu'à Holterive, personne d'important n'est réellement venu ici. Le château est connu pour sa collection, pas pour ses personnages illustres. Donc vous allez voir des personnages comme Louis XIV, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus ici un jour à Holterive. Ou s'ils sont venus, c'est sous la forme de tableaux, tout simplement. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ce sont des collectionneurs, donc forcément, ils trouvent en vente aux enchères, ils achètent, ils amènent dans leur château. On a également des petits meubles très sympathiques, juste ici. Alors, je vais cacher la pancarte pour jouer un peu. Ceux qui l'ont vu. On en a 3 près des fenêtres. Alors oui, je vous demanderai de ne pas poser, s'il vous plaît, sur le mobilier. On a donc 3 près des fenêtres. À votre avis, à quoi est-ce qu'ils servent, ces meubles? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est pour le champagne. Ce sont des seaux à champagne. On mettait la glace et les bouteilles au frais. Donc c'est les ancêtres des seaux à champagne. On est au XVIIIe siècle. On appelle ça des rafraîchissoirs. Et les deux autres, ils sont quand même beaucoup plus pratiques parce que vous voyez au pied, on a des roulettes pour déplacer le meuble. Beaucoup plus simple. On peut emmener le champagne jusqu'à vous. Je remets la pancarte si vous voulez plus d'explications du petit meuble. Les ancêtres des seaux à champagne. Oui, on a besoin de vin dans une salle de bain. On a également besoin de musique dans une salle de bain. C'est pour ça qu'on trouve le piano. Alors, c'est un piano très important qui a appartenu ici au compositeur auvergnat Georges Lancelot. Et Georges Lancelot, c'est le père d'Henriette, la première à collectionner au XIXe siècle. Comme il est son papa, il vient très souvent la voir, et quand il vient la voir, il joue des concerts sur le piano, qui est un Pleyel, c'est une des plus grandes maisons de piano française. Tout simplement parce que Pleyel était allié avec Georges Lancelot, donc il lui offre un piano de concert pour lui montrer cette musique. C'est un piano qui date de 1847, et ce qui est très impressionnant avec lui, c'est qu'il est toujours joué aujourd'hui. On a des artistes qui viennent jouer des concerts sur le piano. Alors il n'est pas toujours accordé, parce que l'accorder trop souvent, ça va l'abîmer. Donc on doit l'accorder vraiment que pour les concerts. Et de toute manière, il ne restera pas très longtemps accordé. Il faut savoir également que vous êtes ici dans sa résidence d'été. Parce que l'hiver, on est obligé de le déplacer dans une pièce qui est beaucoup plus chauffée et qui n'est pas très humide, parce que l'humidité et la fraîcheur va faire bouger le bois et donc abîmer le piano. Normalement, elle devrait fonctionner dans pas longtemps. Et Bénis, qui l'a créé, a pris des essences de bois qui frottent trop les unes avec les autres. Du coup, là, il va venir pour réparer l'horloge et essayer de la faire fonctionner pour qu'on puisse pouvoir le balancer et pouvoir lire l'heure dessus également. Donc vous voici dans le petit salon bleu. Le petit salon bleu, il va être ajouté au XIXe siècle avec les 2 cloisons qu'on a de chaque côté. Et ils vont également abaisser le plafond. Parce que plus le plafond est bas, plus c'est simple de chauffer la pièce. Donc au XIXe siècle, on est sur des plafonds bas plutôt que des plafonds avec environ 7 mètres. Là, on préfère les bas plafonds. On a près de la fenêtre une femme très importante, il s'agit de Marie-Antoinette, peinte par Vigier-Lebrun. Et en dessous, vous avez son fils, le petit dauphin, qui a été fait par une contemporaine de Vigier-Lebrun. Donc c'est pour ça que les tableaux se ressemblent énormément. On a le même style. Et c'est un tableau que j'aime particulièrement avec le petit dauphin parce que je le trouve vraiment très mignon. Près des... Alors je m'aurais de faire bien attention au tapis, de ne pas marcher dessus s'il vous plaît. On a de chaque côté des petites chaises vertes. On pourrait les prendre pour des prie-dieu, mais elles ne servent pas à prier, mais plutôt à se mettre à califourchon pour regarder le jeu de cartes. Elles servent à voir le jeu de cartes. Donc ce sont des voyeuses.
comme elles servent à boire. Elles sont uniquement pour les hommes, par contre. Nous, mesdames, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus puisqu'on ne s'assoit pas à la califourchon. Surtout que l'époque, c'est celle de Marie Andera. On a de l'agronomie, ils aiment beaucoup la botanique, le travail des plantes. On a aussi un peu de religion, etc. etc. On trouve vraiment tous les sujets à Olterie, au niveau des livres. Ce que je vous propose maintenant, parce que je ne fasse pas trop mal, ce que je vous propose, c'est de passer dans la chambre de la marquise. Vous pouvez marcher sur le tapis. Ça va quand même avec les télé. Donc vous voici dans la chambre de la marquise. Alors je vous ai parlé du dernier marquis, Henri de Pierre. Je vous ai dit qu'il était décédé sans enfant. Ça ne l'a pas empêché de se marier avec la femme de sa vie. Madame s'appelle Antonia de Smet de Neyer. Elle vient de la noblesse belge. Et elle a une cause très à cœur, notre marquise, c'est la cause des animaux. Si vous regardez sur les tissus au mur, on a plein de petits oiseaux partout. Puisqu'elle est la créatrice de l'ALPO, la Ligue de protection des oiseaux, en Belgique. D'ailleurs, on fête les 100 ans cette année, elle l'a créée en 1922. Elle sera également végétarienne. On est au début du XXe siècle, c'est très moderne pour l'époque. Hein. Madame ne mangera pas de viande, surtout en Auvergne. C'est très très compliqué ici. Encore ce qui est végétarien et vegan. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Madame va être très amoureuse de monsieur puisque c'est un mariage d'amour, ce qui est assez rare pour l'époque puisqu'on faisait surtout des mariages de convenance pour arranger deux familles. Mais là, c'est l'amour qui sera le principal acteur, on va dire, de cette relation, puisqu'ils vont vouloir chercher leur âme sœur, tout simplement. Ils la trouvent, et donc ils vont se marier à une quarantaine d'années tous les deux, donc mariage très tardif, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ce qui était important pour eux, c'est d'être avec leur âme sœur. D'ailleurs, souvent, quand monsieur est à son bureau en train de travailler, madame se met en face pour l'écouter ou pour lire un livre, mais elle veut toujours être avec monsieur, jamais l'un sans l'autre. D'ailleurs, on a une preuve de ces moments passés très intimes, puisque vous retrouvez à côté du bureau un portrait du marquis fait à la sanguine par madame. Parce que madame est aussi artiste, bien évidemment. Donc voilà, on retrouve le marquis. À côté de la sanguine, vous avez une très jolie robe de la marquise. Voilà ce que Antonia pouvait porter, puisqu'on a pu conserver certains costumes de nos derniers propriétaires. Donc bien évidemment, elle portait ça avec des jupons. Hein. On avait autre chose en dessous pour combler les trous, forcément. Mais ça vous permet de voir à peu près quelle taille elle faisait et ce qu'on pouvait porter à l'époque au début du XXe siècle. Alors malheureusement pour monsieur, il va perdre madame 5 ans avant elle. Lui 1954, elle 1949. Et pour le marquis, c'est un réel déchirement, il perd l'amour de sa vie. Il va donc décider de fermer la chambre de la marquise pendant 5 ans. Il ne veut plus entendre parler de cette pièce. Le mobilier que vous trouvez à l'intérieur, c'est madame qui l'avait choisi. Donc le marquis ne va pas toucher ce mobilier, il ferme la chambre telle qu'elle. Il ira dormir dans une chambre un petit peu plus loin. C'est bon. Et ensuite, on va passer à côté dans la galerie. Le petit salon vert. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voyage un peu puisqu'on va changer de pays. Je vous dis pas lequel encore. Je vous laisse vous découvrir.